Mesdames, Messieurs, donc au public, je vous remercie par une journée aussi difficile d'accès à Toulouse d'être venus en nombre. Notre association Laïcité 2005 a le plaisir de recevoir M. Bernard Rabé et notre ami Jacques Rochefort le présentera en détail. Donc, je suis là pour dire que je remercie la ville de Toulouse de nous avoir mis à disposition cette magnifique salle et la librairie Ombre Blanche qui a communiqué sur cette manifestation et nous a mis à disposition un certain nombre d'exemplaires de l'ouvrage de Bernard Rabé, principal au collège ou imam de la République, qui sont à votre disposition quant à la vente et bien entendu à la dédicace de l'auteur. Mon cher Jacques, je vous donne la parole. Merci Guy. Bonsoir à tous. Bernard Rabé, merci d'être parmi nous ce soir. Alors, autour de cet ouvrage et de la thématique donc, de la soirée, et autour de cet ouvrage, donc, principal collège ou imam de la République, livre que l'on dit choc, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a suscité de nombreux débats. Alors, pour vous présenter rapidement, vous êtes lyonnais, vous avez été formé à l'école normale des instituteurs, vous avez été en lycée professionnel à Istres, où vous avez initié une expérience pédagogique, ça a été, je dirais, une des facettes de votre parcours, et ensuite vous êtes devenu principal adjoint de collège à Marseille. Vous avez, alors je pense que vous avez été audité dans le cadre du rapport Aublin, je pense qu'on y reviendra, sur les signes d'appartenance religieux à l'école, rapport dont on peut dire qu'il est resté, je ne sais pas s'il est toujours, qu'il est resté un peu dans les tiroirs ou sur les étagères. J'ai l'impression qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Donc vous avez été principal adjoint de collège à Marseille, et puis en 2015, vous avez pris votre retraite active, si j'en juge. Alors, cet ouvrage, pour le présenter brièvement, avant de vous laisser la parole, c'est, je dirais, un ouvrage qui est sur le quotidien de l'école. Ça n'est pas un ouvrage théorique, c'est de l'histoire vécue. Une histoire vécue où il y a quand même peut-être un peu d'amertume parce qu'on passe du grave à l'urgence souvent. Vous montrez bien, à travers votre expérience, ce qu'a été et ce qu'est encore sans doute la ghettoisation de certains établissements, le rôle de la violence dans ces établissements, la montée du religieux, notamment, avec en corollaire les familles en difficulté, voire les familles totalement absentes, mais aussi, vous montrez aussi dans cet ouvrage comment, je dirais, l'institution peut vous laisser en plan, si je puis dire quelquefois. On voit que le politique va parfois de l'hypocrisie au clientélisme. C'est un peu la solitude du principal au fond de son établissement et la solitude aussi des enseignants qui sont avec vous. Et donc, je dirais que les rapports que vous avez entretenus, vous le dites dans votre livre, étaient souvent meilleurs avec les commissariats de police qu'avec le rectorat. Alors, un peu pour, avant de vous passer la parole, dire aussi que cet ouvrage a été coécrit avec Emmanuel Davidenkov, qui est aujourd'hui le rédacteur en chef du Monde Campus et qui fut le directeur de la revue L'Étudiant à l'époque. Alors, je dirais, pour un peu, avant de vous céder la parole, je dirais pourquoi ce livre, quelque part, et que veut-il démontrer? Alors d'abord,
Hop, ça ira. Oui, d'abord, merci, Guy Agopian et toi, Jacques, de cette présentation. Merci à votre association, merci aussi à la librairie. On n'est pas nombreux, mais néanmoins, vous êtes là et je dirais qu'il est important que vous entendiez ce témoignage. Alors, ce témoignage, c'est ce que j'appellerais, quand j'ai lancé ce projet de livre, il faut savoir qu'il n'est pas né comme ça. Donc, dans les 3 collèges que j'ai dirigés à Marseille, je ne parle pas du 4e, qui était un collège bourgeois, et dans les quartiers, les beaux quartiers, puisque le château de ma mère était dans ma circonscription, dans mon périmètre scolaire. En 1999, je suis principal adjoint dans ce quartier de la Busserie, dont vous avez entendu parler la semaine dernière, où là, les dealers exhibent leur kalachnikov et font fuir les policiers. Et dans ce quartier, on essaye, une de mes collègues qui est là, Christine, qui était principale du collège en face, donc l'autre collège du quartier, on essaye de construire, parce qu'on est en 99, on vit le ghetto, on vit la difficulté sociale, mais on essaye de faire que ce collège fasse encore un peu sens dans un quartier qui est en train de se déliter. Et on nous montre des projets plus fous les uns que les autres pédagogiquement. Et à un moment, on travaille sur le fameux projet de la L2 qui devait contourner Marseille. Ça y est, elle est finie. En 99, on en était encore au projet. Ils avaient commencé en 39. Donc on voit la vitesse. Et un journaliste ne peut pas venir à une grande opération, ministre de la Ville et dans le quartier. Il ne peut pas venir faire le reportage sur le boulot qu'on a fait dans le collège chez Emmanuel Davidenkov. Et il veut venir faire un papier. Il dit, oh, le TGV arrive à... Je peux être au collège à 13h, je peux en repartir à 17h, je lui dis, il vaut mieux pas que vous veniez, je le connaissais pas, parce que vous ne comprendrez rien. Parce que je pense que dans ces quartiers, on ne comprend rien. Et Emmanuel négocie avec la rédaction de l'IB de rester 3 jours dans le collège. Et il va même vivre, on va même le loger dans un appartement de fonction. Parce que nous, on a la chance, dans le chef d'établissement, d'être logés, assignés à résidence. Donc, les coups de feu la nuit, on les entend, les pneus qui crient, on les connaît, et ça fait partie de notre quotidien. Alors, ce livre, c'est vraiment, et moi je suis devenu ami avec Emmanuel, et c'est lui qui m'a dit plusieurs fois, tu devrais écrire tout ce que tu as vécu, parce que on a très peu de témoignages. D'abord, l'omerta des chefs d'établissement, puisque je suis désavoué par mon propre syndicat, j'ai osé parler, j'ai osé briser le mur du silence. Donc, on a peu de témoignages. Et quand j'ai été convaincu qu'il fallait le faire, Emmanuel s'est trouvé associé au projet. Et le mot de l'éditeur, donc rien n'est écrit, le mot de l'éditeur nous dit, bon ben, il faut faire quelque chose, pas du théorique, il y en a trop. Prenez l'exemple de ce qu'a fait Véronique Vasseur dans les années 2000, quand elle a écrit médecin-chef à la prison de la santé. Des faits. Et puis, à l'époque, vous voyez, vous, Bernard, il faut que vous fassiez sentir ce que vous ressentiez quand vous viviez les faits. Et en fait, le titre du livre, alors la phrase d'imam de la République, c'est vraiment une phrase que j'utilisais face à des familles croyantes, où à un moment j'en avais ras-le-bol, qu'on me pose un certain nombre de choses. Vous voyez ici, on est comme à la mosquée, il y a des règles à respecter, et ici, l'imam, c'est moi. Un peu à l'emporte-pièce, je le reconnais. Et ce livre, ce qu'il y a d'important, c'est peut-être pas les mots écrits, c'est la petite conjonction ou et le point d'interrogation. Parce que de 99 à 2012, j'ai vécu ce sentiment de douter. J'étais formé pour être principal de collège et j'ai été amené à faire des métiers différents, dont un qui me prenait de plus en plus de tâches, de défendre les valeurs de la République, mais de les défendre comme si la République avait besoin d'utiliser
un système de référence religieux pour exister. Donc c'était me retrouver en face de cette contradiction, comme les profs, comme les politiques qui refusaient de voir la réalité, d'un système éducatif qui, depuis 1905, avait complètement oublié qu'on pouvait lui opposer Dieu. Dieu n'était plus dans nos références. Quand des élèves, en 2004, disent de toute bonne foi, la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes. Madame, ça c'est une prof d'histoire géo, non, on n'est pas d'accord. Il faut couper la main au voleur ou tuer à coups de pierre une femme qui trompe son mari. Que la jeune prof arrive dans notre bureau et dit « Qu'est-ce que je fais ?» Je dis « Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Mais d'abord, vous allez essayer de savoir pourquoi ce gamin dit ça. » Et le gamin lui répond « C'est dans le petit livre. » Quel petit livre? Celui qu'on m'a donné à la mosquée. Et l'intelligence de la prof, parce que ce bouquin dénonce l'incapacité de la structure administrative. Alors qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus vrai, j'allais dire, heureusement, quelque part, les temps ont changé, pas forcément bien, mais des élèves ont refusé de dire « je suis Charlie ». Ils l'ont revendiqué. Et d'un seul coup, ça pétait à la figure de Madame la ministre de l'époque, alors que en 2004, le fameux rapport de Jean-Pierre Aubin, qui est venu auditer un des collèges dont je parle, décrit tout ça. Et le pouvoir politique met la poussière sous le tapis. Donc, on est en face d'une situation qui, j'allais dire, fait qu'on est dans certains, j'allais dire, contextes, fait que le logiciel du système, le logiciel qui fait que je suis principal de collège, que Madame X ou Madame Y est prof d'histoire ou prof de SVT, n'est pas préparé à ce que la prof d'histoire ne puisse pas enseigner tranquillement la Shoah, ou la prof de SVT se voit opposer le créationnisme à l'évolutionnisme, au darwinisme. Donc on est dans une période, alors maintenant on en parle, je dirais qu'on est sorti de l'omerta. Je pense que j'allais dire, le nouveau personnel politique en place, en particulier Jean-Michel Blanquer et Marlène Schiappa, ont le courage de dire les vraies choses. On aimerait peut-être, et là je prends des positions, que le président de la République soit peut-être plus ferme et plus... On attend toujours son grand discours sur la laïcité. Aujourd'hui, on est face à une réalité. Une réalité, alors j'ai essayé de la chiffrer, si on parle des collèges, si vous voulez, on avait intitulé ce débat se mobiliser pour une jeunesse privée de République. Quelle jeunesse? Tout simplement, cette jeunesse qui pourrait correspondre à la cartographie des zones urbaines sensibles, ou décliner en matière d'éducation des zones d'éducation prioritaires. Alors je dis pas, je dis qu'il faut faire attention, parce qu'on a une vision, j'allais dire, on a les Vinguettes à Lyon, vous avez le Mirail, on a le 93 à Paris. Marseille, c'est plus complexe. Et d'autres villes, c'est plus complexe. C'est qu'on a effectivement des problématiques de banlieue. Et moi, ce que je vis dans le deuxième collège, mon premier collège en tant que chef en exercice, et mon deuxième aussi, on est dans du centre-ville, proche de la gare Saint-Charles, hyper paupérisé. Où on n'a pas de structure urbaine, où on n'a pas de centres sociaux. Parce que les quartiers nord ont eu le mérite d'être construits, même si les centres sociaux ont été abandonnés par la ville de Marseille, si les écoles sont dans un état de décrépitude qui fait frémir la presse, c'est des collèges, c'est des quartiers qui ont été construits avec une idée d'une prise en charge sociale, qui se délite. Mais les centres-villes, c'est pire, parce qu'on est sur des quartiers, autrefois des quartiers, j'allais dire, populaires,
classe moyenne qui, par la dégradation de l'habitat, va devenir des quartiers hyper paupérisés. Donc, cette jeunesse, que je dis privée de République ou en marge de la République, pour moi, on devrait quand même se mobiliser parce que ça représente à peu près 12% de la population scolaire en France. Alors, si on analyse un peu l'école par rapport à tout ça, l'école a d'abord été dans une grande problématique de je lutte contre l'échec scolaire. Après, on a le temps 2, je lutte contre la violence scolaire. Le temps 3, je lutte contre le harcèlement. Et le temps 4, aujourd'hui, c'est comment je fais face à un système qui ne peut plus transmettre les valeurs de la République et qui n'est plus, j'allais dire, dans une position de le cacher parce que ça craque. Et je dirais, pour moi, la cassure, il y a plusieurs cassures. J'étais invité avant-hier à une table ronde qui avait lieu à la mairie du 5e à Paris, autour de 68 à 2018, quelle évolution sur l'antisémitisme et le racisme. Pour moi, il y a des cassures. Première cassure, 89, les premières tentatives de port du voile. On pose une pierre de touche pour voir comment le système éducatif va réagir. Deuxième cassure, moi j'en ai des souvenirs qui me font assez froid dans le dos, c'est le 11 septembre. Le 11 septembre qui, quand vous dormez dans votre collège et que vous avez les fenêtres ouvertes, parce qu'en septembre il fait chaud, on entend quand même des cris de joie et des coups de klaxon, comme si c'était l'OM qui avait gagné. C'est aussi, l'année suivante, le nombre d'enfants s'appelant Oussama sur les actes d'état civil. Donc, deuxième cassure. Troisième cassure, malheureusement, à mes yeux, c'est pas les attentats de Charlie. Et je suis ici à Toulouse et je ne peux pas en parler sans une certaine émotion. C'est ce qui s'est passé à Toulouse, et c'est en particulier, et Christine ne me contredira pas, l'immense précaution qu'on a été obligé de faire pour faire la minute de silence pour les enfants de l'école juive de Toulouse. Parce que l'antisémitisme existait de manière claire et qu'à un moment donné, moi j'ai presque fait dans le collège où j'étais un conseil de guerre parce que le président de la République annonce à la télé le soir qu'il y aura une minute de silence à midi, mais les instructions pour la mettre en œuvre n'arrivent pas. Donc à 10h du matin, on se réunit entre profs et on dit on ne va pas aller au casting. On ne fera pas la minute de silence tous dans la cour. Et chacun des profs décide de faire la minute de silence dans sa classe. Et une des profs nous propose un texte, je ne sais pas où elle l'avait trouvé, malheureusement je ne l'ai pas, mais je ne l'ai plus, qui se débrouille de montrer que tout enfant massacré est un enfant mort, quelle que soit sa religion, son pays d'origine, sa couleur. Et on décide, c'est un texte de 5 lignes, et on décide de le lire dans toutes les classes, avant la minute de silence. Et on n'a pas eu de problème. Je crois que ça, c'est le tournant. C'est le tournant pour nous de l'intérieur. Après, j'allais dire, il y a tout ce qu'on sait, et puis maintenant, quelque chose qui nous pose d'autres questions. Je vais faire court, c'est toute cette revendication. Moi, j'ai vu des images, par exemple, dans une des le lendemain de l'anniversaire de Charlie, je participe avec TF1, une journaliste qui est vraiment hyper sérieuse, je sais plus son prénom, son nom de famille c'est Agnès, dit je veux faire quelque chose sur la montée du religieux dans ces quartiers. Et malheureusement, on a
je la mets en contact avec des mères d'élèves d'une école primaire, c'est pas dans le bouquin, après le bouquin, qui avaient pris contact avec moi en disant on a de plus en plus de difficultés à faire vivre la laïcité dans notre école. Et là, les mères témoignent et disent alors, c'est une école qui est à côté de la mosquée salafiste, dont je parle dans le livre, les mosquées salafistes qui, en 2004, on sait totalement, avec les renseignements généraux, qu'elle est salafiste, que l'imam, un certain monsieur Douti, est père d'élèves, et je comprends d'un seul coup qu'en rencontrant les renseignements généraux, à propos du petit livre, je vous en reparlerai tout à l'heure, que ce cher papa, c'était le père d'un élève qui s'appelait Douti, que j'avais reçu dans mon bureau et qui refusait de serrer la main à la CPE, de la regarder en face, son petit coq de garçon toisant tout le monde, brillant, élève, mais faisant semant la panique dans toutes les cours des profs femmes et étant adorable avec les profs hommes. Et bien sûr, la CPE était une femme. Et voilà, donc 2004, je découvre que cette mosquée salafiste, je découvre que ce papa a des comportements qui sont quand même pas tout à fait ce qu'on attend d'un père d'élève ici en France. Et il faudra attendre novembre de cette année pour que la mosquée soit fermée et qu'elle fasse partie des 3 mosquées dont le président de la République parle chez Jean-Pierre Pernaut. Et l'imam est en voie d'expulsion. Il s'avère que, je vous invite à lire dans la presse, son pédigré, il était très proche d'Algérien, il était très proche du Front islamiste du Salut quand il était en Algérie. Voilà. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'à un moment, quand des mamans d'élèves, à visage découvert, disent au journal de 20h téléphone, des enfants de 5 ans refusent de donner la main à la maîtresse parce que ce sont des femmes, je pense que nous devons avoir une vraie mobilisation. Alors, cette jeunesse privée de République, elle en est privée comment? Elle en est privée, elle en est privée de manière objective. Je crois que dès 2002, l'ouvrage des territoires perdus de la République décrit ce côté abandonné par les services publics, ce côté, aujourd'hui, quelle construction de représentation peuvent faire les élèves de la busserie quand devant eux, les policiers reculent devant les caïds en Kalachnikov parce qu'ils n'ont pas les armes suffisantes. Il faut peut-être une qui recule parce que ça aurait peut-être... Et je ne sais pas si vous avez lu un peu cet événement, les gens, les caïds montrent qu'ils n'en veulent pas à la police, ils montrent qu'ils veulent impressionner le quartier. Quartier, je dirais, à l'abandon niveau habitat, problématique de quartier ghettoisé, une ghettoisation dans laquelle les présidents de sociétés d'HLM, on aura peut-être un jour qui sera condamné pour crime contre l'humanité, mais qui ont bien aidé à ghettoiser. Moi, j'ai entendu un président de société de HLM en disant, moi j'ai fait une tour de Comoriens parce que j'aurais pas d'en mer, j'aurais entre eux, j'ai fait une tour d'Algériens, une tour de Marocains. J'allais dire, on est bien, et l'attribution des appartements HLM sont quand même de la compétence du préfet, je vous le rappelle. Alors, difficultés économiques, c'est dans les quartiers les plus défavorisés que la crise de 1974 commence à frapper. Un des collèges dont je parle du centre-ville, le 3e arrondissement, a le taux de chômage le plus fort d'Europe, un des plus forts d'Europe. Donc on est sur du ghetto, on vit, les quartiers s'ethnicisent, se referment sur eux-mêmes, avec, j'allais dire, des composantes de population qui sont de plus en plus proches des pays d'origine. Alors avec Marseille, la problématique des communautés comoriennes, alors c'est pas une problématique en soi, être comorien n'est pas problématique,
mais avec des systèmes de fonctionnement, en particulier sur l'organisation familiale, qui ne sont pas celles qu'on sait gérer. Mais ça, je pourrais faire une conférence là-dessus. Un abandon des services publics, mais aussi un abandon du monde associatif traditionnel. Les associations d'éducation populaire disparaissent une à une. Et puis, je dirais, une montée des économies parallèles. Et je pense qu'on ne peut pas parler de ces quartiers sans dire en quoi déjà prononcer le mot d'économie parallèle, c'est plaider coupable. Ça veut dire que quelque part les politiques s'en accommodent. Ça veut dire que quelque part l'économie parallèle, comme le disait le directeur de Carrefour Le Merlan, finalement l'économie parallèle c'est pas plus mal parce que j'ai plus de vol à l'étalage. Parce que ça réintroduit de l'argent et qu'aujourd'hui, je vous invite à réfléchir sur la légalisation de la vente du cannabis risque d'enflammer certains quartiers dont l'activité économique qui garantit la non-explosion sociale est liée au trafic. Et puis, petit à petit, cette ghettoisation entraîne à me poser une question: comment cette jeunesse se prive de la République? On la prive, la République la prive d'un certain nombre de services. L'école, finalement, essaye de faire le maximum. On a des soucis, quand même, de problèmes d'orientation, mais qui ne sont pas ce qu'on pense. Ils sont souvent que l'école doit se battre pour que des élèves qui ont des capacités, en particulier des filles, puissent obtenir des orientations autre chose qu'un lycée professionnel, parce qu'on a des capacités d'aller au second général, et qu'il y a une sanction culturelle, historique, de certaines familles qui disent non, le lycée général, c'est pas pour nous. Inquiétant quand même. Et si vous voulez, globalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Moi, je me suis beaucoup posé la question de dire, moi, ce que j'ai vécu, enfin, ces jeunes, cette jeunesse, c'est essentiellement des adolescents en construction. Donc déjà, un certain nombre d'entre eux sont dans une position de rejet par rapport à l'école. Parce que l'école, c'est le symbole de l'échec. Alors d'abord, c'est le symbole de l'échec. Et souvent, ce sont des enfants de la deuxième, voire troisième génération. C'est l'échec des parents, c'est l'échec des frères et sœurs. Donc l'école, c'est pas notre truc. Être bon élève dans ce type d'établissement tient de la performance, voire du martyr. On est aussi dans une jeunesse qui, comme tout ado, un ado, c'est un petit peu de révolte, c'est un petit peu, on a tous, j'allais dire, en chaque ado, chaque ado a un peu quelque chose de 68. Donc, c'est des ados qui rejettent l'école, qui rejettent la République. Des ados qui sont en quête d'identité. Et quand vous discutez avec eux, ils commencent à vous dire, et que vous n'êtes pas dans une relation de chef d'établissement qui les engueulait, hein, quand on est sur un projet pédagogique en dehors de la classe, et quand vous discutez avec eux, ils vous disent « Ah, vous les Français ». Là, moi, j'avais toujours la réaction de leur dire « Ah oui, vous les Français, attendez, où ? Bah, Marseille. Et ta mère ? Bah, Marseille. Ah ouais, mais nous, on est Algériens, on est Tunisiens. Maintenant, il y a une petite nuance, c'est que souvent, c'est vous les Français, mais nous, on est musulmans. C'est une petite différence sémantique qu'il ne faut pas interpréter de manière globale, qu'il faut analyser de manière fine. Et puis, je vais dire, dans ce ghetto, dans ce monde fermé, dans ce monde où, j'allais dire, quand on parle de laïcité, je dis souvent, pour être laïque, il faut au moins être deux. Quand vous avez des collèges qui, par le biais de la géographie, fait que 95% des enfants qui sont dans ces collèges sont de confession musulmane, ça devient un peu compliqué de parler de laïcité. Alors peut-être qu'il faut aller fouiller un petit peu
et de voir laïcité qui se poserait la question des sunnites et des chiites. Mais voilà, c'est pas simple, j'allais dire, ça va pas de soi. Donc dans ce tableau, ô combien triste, arrive de manière, j'allais dire, de manière feutrée, de manière discrète, à partir des années 2000, une véritable reprise en main par les mouvements religieux. On est, si on projette à l'échelon du monde, dans toutes les religions, on a, à partir des années 2000, une remontée des intégrismes. Et, j'allais dire, une volonté de reconquête. On pourrait ne pas parler de l'islam, on pourrait parler, par exemple, comment, dans certaines cités ultramarines, enfin, des cités ultramarines, des cités accueillant des populations ultramarines, des populations africaines qui ont été christianisées, les évangélistes font un boulot de récupération, au même titre que l'islam essaye de ramener. Et alors moi, ce qui me pose le problème, c'est que la société redevienne religieuse, ça ne me dérange pas. Pour moi, l'islam n'est pas une religion toxique. Ce qui est une religion toxique, c'est les dérives radicalistes d'un islam qui n'est pas celui que je vois le dimanche matin sur France 2. Je vais dire, à un moment où j'ai été principal de collège dans des quartiers où la religion musulmane, j'aime bien le terme du XVIIIe siècle, la religion mahométane, que personne n'utilise. Où la religion musulmane est dominante, je me suis fait un devoir. Parce que j'estime que pour gérer un collège dans ce type de quartier, il faut avoir un peu de culture pour comprendre les autres. Et qu'aujourd'hui, je pense que dans la formation de chef d'établissement, comme dans la formation de tout prof, nous devrions avoir une forte information sur les faits religieux, que l'on n'a pas. Moi, j'ai construit ma connaissance de l'islam à travers des lectures, à travers des émissions sur France Culture, à travers les émissions de France 2 sur l'islam. Et je pense que si on veut travailler avec des gens qui ne sont pas de votre culture, vous devez faire l'effort de connaître la culture de l'autre. Ça s'appelle l'humanisme, tout bêtement. Et donc, je dirais, moi je vois apparaître des crispations. Des crispations. Et en quoi, je dirais, cette jeunesse est privée de République, c'est qu'elle devient l'objet, un enjeu du retour vers la religion. Un certain nombre de mosquées s'organisent pour ramener les enfants vers la religion. On a des paradoxes. On a des enfants. Alors, on a un indicateur. Alors, les gens en Mediapart, là, demain matin, si un journaliste de Mediapart, je suis content, j'aurai droit à un volet bois vert. Mon seul indicateur, tout bête. 99, allez, 20-25% des gamins qui font le ramadan. 2012, 95%. En plus, donc ça c'est un indicateur. Alors, je dirais on passe de 25% de la fête de l'Aïd à 95% parce que ça donne une journée de congé. Ok, faire le ramadan quand on a 12 ou 13 ans, en plein été à Marseille, c'est quand même pas une partie de plaisir. Et pire, c'est qu'on culpabilise les élèves qui ne font pas le ramadan. On culpabilise des profs qui ont des noms à consonance maghrébine, qui sont obligés de dire « mais non, je ne suis pas musulmane. J'ai épousé quelqu'un qui est né en Algérie. Moi, je m'appelle Madame Dubois.
et non, je ne suis pas musulman, je regrette. Tu te trompes. Parce que les élèves osent interpeller des profs qui vont manger à la cantine. Donc, dans ce tableau que je fais, je dirais qu'on n'est pas prêt à s'affronter à cette problématique du religieux, et ce religieux prive, et puis, j'allais dire, après je passerai aux affaires. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce religieux prive, quelque part, les élèves de ce que devrait être et de ce qu'est. Et c'est là où je dis que, en bouquin j'en parle, les profs sont obligés d'inventer des usines à gaz, à faire preuve de contournement pédagogique, parce que qu'est-ce qu'on est payé pourquoi? On est quand même payé jusqu'à preuve du contraire pour faire des citoyens éclairés. On est payé jusqu'à preuve du contraire pour que liberté, égalité, fraternité ne soit pas qu'une enseigne qui clignote au-dessus de la porte du collège. Et le problème, c'est qu'on se heurte à une forte résistance, le rejet de l'école, et d'un autre côté, l'école utilisée par les associations d'aide aux devoirs comme moyen d'entrisme dans les familles. Et moi, où j'ai fini par craquer un jour, c'est que dans cette volonté humaniste de faire une forme de renvoi de signaux de bienveillance de l'école vers le quartier, j'arrive à convaincre mon recteur unique et préféré, qui devait gérer toutes mes affaires de violence, d'agression de profs, et dire qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et une idée, au demeurant que je revendique, c'est de dire, eh bien si on tentait une expérimentation pour des bons élèves, entre autres pour pas qu'ils partent dans le privé, de mettre parallèlement à l'anglais l'enseignement de l'arabe en langue vivante 1 dès la 6e. Et s'il faut de bons élèves, parce que ça leur fait 3 heures de cours de plus, 3 heures de cours de plus, de la 6e à la 3e, parce qu'on ne peut pas pénaliser les élèves de prendre une LV2 arabe en termes d'orientation, puisque tous les établissements ne font pas arabe. Mais on pensait que c'était un plus culturel. Et là, on repère avec les directeurs d'école, les élèves qui ont fait de l'arabe par les ELCO, les bons élèves, on pressent une trentaine d'élèves, à qui on envoie un courrier aux parents, on réunit les familles, et fin juin, 6 inscrits. Là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je dis, mais pourquoi? Pourtant, on a informé, on a fait le job. Puis il y a un père d'élève qui siège au conseil d'administration, c'est quelqu'un que j'aime bien. Et je lui dis, mais attendez, là, donc les deux grandes filles brillantes, etc., le petit dernier, là, vous ne l'avez pas inscrit au cours d'arabe. Il était à la réunion, hein, je vous vois dans la sauce. Il dit, monsieur Rabé, il faut que je vous le dise. Personne ne vous le dira, mais moi je vous le dis parce que je vous aime bien. Ben, c'est l'imam à la mosquée qui nous a dit que ce n'était pas le bon arabe que vous aviez enseigné. Donc on n'a pas inscrit les petits. Je ne tire pas de conclusion. J'en tire une conclusion que j'appelle le rectorat qui m'a dit, bon, on vous a donné les moyens, allez-y. Les années suivantes, quand ils se sont aperçus que les 6 gamins qui faisaient arabe étaient dans une bonne classe, l'année suivante, j'en ai eu 22. Donc je veux dire que finalement, les familles peuvent avoir un peu de discernement entre le discours de l'imam et l'intérêt de leur gamin. Et quand on a affaire à un imam salafiste, je renvoie à ceux qui ont peut-être vu sur les réseaux sociaux, cet imam qui dit à les enfants de 5 ans, si vous chantez, si vous faites de la musique, vous deviendrez des singes et des porcs. Anne de Brest. Je suis en droit de me dire que cette phrase, plus que ce que j'ai entendu des mamans, plus les revendications de certaines mères dans un reportage envoyé spécial, mères plus que voilées, qui disent
J'ai dit à ma fille, qui est en grande section de maternelle, de dire à tous ses camarades que le Père Noël c'était un mensonge et que c'était les parents qui étaient derrière. Plus un autre témoignage dans ce même reportage, une mère qui dit, alors elle n'a pas besoin d'être floutée parce qu'elle est vraiment voilée, donc on n'en voit pas grand-chose, qui dit, oui, je suis contente de ma fille parce qu'elle s'est attrapée avec la maîtresse, école maternelle toujours. Et la maîtresse lui a dit, mais qui c'est le chef ici? Et ma fille lui a répondu, le chef c'est Allah. Donc quand on est en face de cette réalité-là, qui n'est pas celle de partout, mais qui est celle qui conduit par rapport à un autre mouvement qui est le mouvement Tabligh, à une mère d'élèves, le lendemain de la fin de Mera, m'appelle en me disant, Monsieur Rabé, il faut que je vous parle. Je lis dans le livre. Et qui me dit, mon fils aurait pu être Mera. Quand c'est un élève, un de vos anciens bons élèves de 3e, que vous aimez bien, et qui vous mettez un visage, ça fait froid dans le dos. Et là, il m'explique comment, dans un contexte un peu compliqué, il avait commencé à toucher à la drogue, il a été pris en charge par des imams du quartier, par une association du quartier tenue par un imam, et petit à petit, ils l'ont amené à la religion. Et je ne sais pas, il est peut-être parti au djihad. Donc ça, je crois que ce témoignage-là, d'abord, peu de gens ont osé le dire, j'assume. Alors j'assume la deuxième partie, je vais faire vite, c'est se mobiliser, aujourd'hui. Alors je crois que, tout à l'heure, je vous ai dit quand même que les choses avaient un tout petit peu changé. C'est-à-dire que l'Omerta, je veux dire, à part mes collègues chefs d'établissement et quelques vieux bureaucrates qui ont fait en sorte que le recteur de Marseille botte en touche à une conférence de presse, un communiqué à la sortie du bouquin dans le Figaro, qui dit que sa grande préoccupation, c'est les écoles clandestines. Bon, je dirais oui, peut-être, mais qu'est-ce qui se passe dans nos collèges, ici et maintenant? Donc moi, la mobilisation, elle est d'abord une mobilisation intellectuelle et politique, qui doit se poser plusieurs questions. Surtout ne pas toucher à la loi de 1905, sinon à la fin, je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai écrit sur la fin du bouquin, parce que j'ai quand même derrière la tête un petit problème, c'est comment financer les imams. Qui finance quoi? Et que peut-être, j'ose le dire, le concordat fait qu'en payant, on peut peut-être contrôler. Mais tenons-nous-en à la loi 1905. Elle est là. Et elle a un petit trou, la loi 1905. Elle parle des cultes, elle ne parle pas des écoles religieuses, elle ne parle pas des catéchismes qui échappent au champ de la loi. Et d'ailleurs, bon nombre, mais toutes religions confondues, les catéchismes, écoles coraniques, écoles du dimanche, ne sont pas placés directement sous l'autorité religieuse, mais sous l'autorité d'une association parallèle, 1901. Donc aujourd'hui, posons-nous la question, dans notre pays, posons-nous la question à nos législateurs, qu'est-ce qu'on fait pour contrôler la prise en charge d'enfants dès l'âge de 5 ans qu'on endoctrine? Quand le président de la République annonce la fermeture de 3 mosquées salafistes, que pour 6 mois, il oublie de le dire, puisque la fermeture administrative ne dure que 6 mois, Gérard Collomb annonce qu'il y en a 119, d'autres disent qu'il y a 420 lieux de culte toxiques. Je suis inquiet. 3, 119, celle que je connais en met 13 ans à la fermer. Pendant 13 ans, il y a des enfants qui sont victimes d'endoctrinement. On a signé la Convention internationale des droits de l'enfant. Qui avez-vous entendu parler de se poser la question de comment on protège ces enfants? Donc ça, je crois qu'il y a un vrai travail
a croisé la loi de 1905 avec les lois de 46 et 49. Vous savez qu'après tout ce qui s'est passé entre 39 et 44, le législateur s'est senti obligé de légiférer sur protéger les enfants. Aujourd'hui, je pense que le législateur doit reprendre sa copie. Et peut-être aussi que 1905, tout 1905, c'est de s'armer du chapitre 4, je crois, sur la police des cultes. En France, l'exercice des cultes n'est pas libre. Il est placé sous l'autorité du ministère de l'Intérieur et des cultes. Et qu'un culte peut être interdit si les propos tenus sont contraires aux principes de la République. Donc ça veut dire aussi de manière matérielle, on est en 2018, à l'ère du numérique. J'ai été président de l'association de radio locale dans les folles années 82, 3. On me demandait de tenir à disposition de la justice dans les enregistrements des émissions. Là, demandons que tous les cultes livrent un enregistrement systématique de leur culte au ministère de l'Intérieur qui est compétent dans ce domaine. Je pense que les outils de reconnaissance vocale permettront très vite de mettre en cause certaines pratiques. Donc, le législatif. Deuxièmement, je pense qu'il faut arriver de se dire, alors moi j'attaque la problématique par l'école, qui est mon fonds de commerce, mon histoire, mon ADN. L'école, Blanquer est très clair, et je crois que je le sais, des fois je prends la parole de dire on a enfin un ministre qui a un propos moins, allez, j'allais être vulgaire, faux cul et jésuite que les autres. Je vous invite quand même, malgré toute la sympathie politique que j'ai pour la jeune Valérie Belkacem, à lire le plus beau moment d'anthologie qui est le livret de la laïcité, quand on dit aux profs, évitez d'affronter les problèmes religieux, d'opposer la religion à la science. Faites en sorte que ça ne se passe pas. Pour moi, c'est du jésuitisme. La réalité, c'est qu'à un moment, un prof de SVT doit être armé dans sa formation pour partir de ce que disent les élèves et arriver à déconstruire et reconstruire. Et c'est pas du frontal, c'est pas ça. C'est un vrai travail de pédagogie. Le prof de SVT, il est d'abord formé pour faire des sciences des vies de la Terre. Il n'a pas de formation sur le religieux, il n'a pas de formation sur les stratégies pédagogiques pour déconstruire un raisonnement philosophique. Donc, et je crois que Jean-Michel Blanquer a bien ciblé la problématique, un problème de renforcer la formation des enseignants. Alors moi, je vais même beaucoup plus loin que lui. Je dis sur les collèges difficiles, il faut des enseignants qui soient formés sur 2 ans, qui soient spécialisés. Et je disais régulièrement à un copain qui était directeur adjoint de l'UFM, tu me formes des dermatologues, j'ai besoin de médecins du SAMU. Voilà. Donc ça, je crois que l'éducation, droit dans les bottes, quand un prof est contesté, on doit le former pour qu'il puisse s'en sortir. Et deuxièmement, quand il est contesté, mais que la contestation va aller plus loin, parce qu'elle peut aller plus loin. Moi, en 2004, j'ai des profs qui viennent en jupe et qui se prennent une canette de Coca-Cola dans la rue et se font traiter de putain de salade. Et pendant 5 semaines, je fais la sortie avec la BAC. Donc quand on est dans ces situations-là, je veux dire, le chef d'établissement, le rectorat, tout le monde doit être uni et faire face. Ça veut dire aussi que le politique ait un discours clair. Et je dirais que le plus beau des aveux de Bianco et du Haut Comité sur la laïcité, c'est quand Jean-Michel Blanquer dit je fais un comité des sages. Il ne faudrait pas y avoir besoin de comité des sages puisqu'on a une haute autorité. C'est comme si la patronne de Radio France disait je vais faire un comité, je vais faire un CSA qui va voir ce qu'il faut faire parce qu'elle n'aurait pas confiance au CSA. Pour moi, c'est ça. Donc, discours clair des politiques
éducation nationale, former les profs, renforcer l'éducation du fait religieux, parce qu'un gamin qui est endoctriné par les salafistes, il doit avoir une information sur l'islam autre que celle qui est donnée par les salafistes. Et troisièmement, j'allais dire, une vraie problématique d'un travail vraiment de fond sur les problèmes de racisme et d'antisémitisme à l'intérieur des programmes et peut-être vraiment renforcer ce point. Mais l'école ne peut pas seule, et je dirais que on doit aussi se poser un problème de territoire. Donc moi j'appelle les hommes politiques à se poser des problèmes, de mettre en place des diagnostics. Alors c'est un petit peu dans la loi sur la déradicalisation, dans le rapport Claverol, on commence à approcher ce genre d'approche, c'est-à-dire des espaces d'échange qui permet aux représentants de l'État de croiser des informations sur la réalité et avec les politiques locaux, un peu comme on a les comités locaux de prévention de la délinquance, en disant on fait un état des lieux des quartiers, en disant là la crèche elle est tenue par tel mouvement. Ah ben tiens, le club de foot, c'est les adventistes qui, j'en ai vu un comme ça, qui essayaient de récupérer nos enfants africains. Tiens, telle chose. Et que ça, j'avais dit, quand on a cette cartographie, on a la nécessité de remettre, de reconstruire de l'offre républicaine, de réintroduire des associations d'éducation populaire. Et puis je vais conclure. On a, dans ce tableau, c'est un plaisir à moi, dans ce tableau, on a oublié la moitié de la population. On a oublié les filles. Aujourd'hui, j'emploie un terme volontairement provocateur. Je parle du racisme anti-filles. Arrêtons de parler d'une égalité utopique. Partons des faits. Des faits qui font que certaines filles sont victimes d'un racisme culturel, religieux, social. Et si peut-être en utilisant le mot racisme, ceux qui se mobilisent contre le racisme se mobiliseront peut-être pour défendre nos filles. Donc un gros travail de reconquérir les mères de famille. Ça passe par les centres sociaux, ça passe par le remaillage social du quartier. Et j'allais dire que ce travail sur les filles peut aussi nous dédouaner de la problématique de l'affrontement par rapport aux religieux. Parce que cette inégalité, ce machisme, ils sont historiques, culturels. Le religieux les justifie un peu plus. Le religieux en a fait une pierre de touche avec l'affaire du voile. Et je pense qu'au fond de nous-mêmes, on peut se dire que quand un prof prend une classe où il y a à peu près autant de filles que de garçons, je ne parle pas des lycées professionnels, il a bon nombre de filles qui, à des degrés différents, sont mises dans des positions d'infériorité. Je crois que ça, il y a une énorme entrée et une énorme et une stratégie qui se dégage. Et puis, le diagnostic aidant, la volonté, et c'est là où je déplore que le plan Borloo n'est pas attaché d'importance à la problématique de la laïcité. Peut-être que Borloo ne voulait pas choquer le président de la République, je ne sais pas, je ne me permettrai pas. Je pense qu'aujourd'hui, même si le mot plan est un gros mot, je pense que le coût, on a un travail, on a des enfants victimes. On a des enfants victimes. L'État doit protéger, la République doit protéger ses enfants. La prise en charge de la victime, hein, vous êtes victime d'une agression, théoriquement les policiers
policiers doivent vous proposer une prise en charge en tant que victime. Moi, quand on ferme la mosquée salafiste du boulevard national, 13 ans, mettons qu'il y ait 25 gamins par an, et je suis gentil, vous imaginez le nombre de gamins qui ont été endoctrinés? Est-ce qu'on les connaît? Qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, j'ai essayé de tenir dans les temps, hein, je parlais avec passion, maintenant je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Ce panneau, je dirais, complet. Presque, même toutes mes questions, elles ont été traitées, si je puis dire. Simplement une, pour être un peu provocateur, et y compris pour centrer le débat. Comment éviter aujourd'hui, justement, dans le débat public, qu'un discours tel que celui que vous tenez soit récupéré par l'extrême droite? Alors je réponds. Je réponds, voilà, c'est une vraie question qu'on se pose quand on décrit ce type de bouquin. Ce type de bouquin. Surtout quand on est plutôt quelqu'un de gauche. J'avoue que j'ai involontairement, dire comme ça, j'ai eu une phase de récupération qui a duré sur la fachosphère, qui a duré très très peu de temps, qui a duré pas tout à fait un mois. J'ai commis 2 actes très criminels par rapport à l'extrême droite. J'ai répondu favorablement à une conférence publique auquel m'a invité Philippe Foussier, le grand maître du Grand Orient de France, donc qui a été, j'allais dire, largement publié, enfin, j'allais dire, c'était une conférence publique, donc rue Cadet, donc voilà. Et puis, quasiment la même semaine, j'acceptais de participer à l'université d'automne de la LICRA au Havre. Alors là, j'avais complètement, j'allais dire, j'étais vraiment peu fréquentable pour les adeptes de Marine Le Pen. Hein. Je faisais presque carton plein. Et puis, si on lit le bouquin, j'allais dire, il faudrait qu'elle ait envie quand même de me récupérer. Hein. Bon, voilà. Donc, non. Moi, alors, je veux dire, ce risque-là, on l'avait bien évalué. Le risque que nous n'avions pas évalué avec l'éditeur, c'était le désaveu de mes collègues chefs d'établissement. Je l'ai lu. Alors, vas-y. Voilà, c'est parce que... Eh bien oui, parce que j'ai eu 3 critiques, en gros. Oui, effectivement, celle du syndicat principal. Oui, dont j'étais membre, dont je payais encore ma cotisation l'année dernière. D'ailleurs, je t'ai peut-être encore la payer, l'épouse. Oui, c'est ça, on ne sait jamais. Oui, non, mais... On peut avoir fait des adeptes, en tout cas. Celle du SNES-FSU, notamment. Oui. Et puis notamment le Bondi Blog, qui est très dur. Alors, le SNES-FSU, on m'a reproché de stigmatiser en parlant de certains collèges. Bon, quand on parle des choses, c'est très amusant parce que, je vais dire, le SNES-FSU, c'est pas ce qui m'a... Je vais dire, bon, là, c'est dans une interview, je crois, à une radio, la même prof du SNES-FSU dit oui, mais bon, ce que dit Bernard Ravet, le journaliste dit, mais attendez, il ment. Ah mais non, mais c'était il y a longtemps. Oui, mais le journaliste dit, mais vous êtes dans un de ces collèges, vous venez en jupe? Ah ben non, c'est pas possible. Donc je crois qu'elle avait tout dit. Le Bondi Blog, c'est... Je dirais qu'il fallait s'y attendre. Hein. En plus, c'était le grand moment là où le patron Mediapart, j'allais dire, se tenait envers et contre tout. J'allais dire que dès qu'on parlait de laïcité, on était islamophobe. Je pense que je pense que dans la façon d'écrire le livre et, j'allais dire, dans mes propos de ce soir, je fais toujours une grande nuance entre l'islam, qui en moi n'est pas une religion, je n'ai pas à avoir de position sur l'islam. Ce que j'ai à avoir comme position, c'est des images
qui arrive à faire croire à des enfants que la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes. Alors que les enfants le croient de toute bonne foi, mais j'allais dire, la croyance dans cette chose, qu'à titre personnel, j'estime un abus de jeunesse, d'abuser de la crédulité d'un enfant, mais ça, je vais dire, même pas, je ne suis pas là-dedans, je lui dis, quand il oppose ça aux règles intérieures de l'établissement, je dis, on est dans un système dans lequel on endoctrine, au même titre que les prêches de l'imam Doudi, dans la façon, fermeture de la mosquée de Marseille, moi, la mosquée salafiste, elle m'arrange parce qu'elle détruit les gens qui disent que le discours est ancien. Non, il n'est pas si ancien que ça. Mais elle me fait poser une vraie question. Une vraie question en tant qu'homme de gauche par rapport à la presse. L'IP titre à la fermeture de la mosquée de Marseille, mosquée salafiste, elle n'est pas fermée pour le plaisir d'être fermée. 400 musulmans privés de lieux de culte à Marseille. Le Monde attend l'appel du tribunal administratif pour faire paraître l'information. Je crois qu'on est vraiment à se poser des questions aujourd'hui de l'espèce de, j'allais dire, pour le Monde, moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Et ils nous expliquent exactement que finalement, il fallait l'appel administratif pour publier l'information. Ils l'écrivent, ils l'expliquent. Voilà. Donc, on a peur de lancer une information qui serait une fermeture abusive, et on attend que la justice administrative ait validé la décision du juge, du premier juge. Hein. Voilà. Oui. Alors, il y a une autre question. Bon, on l'a bien vu, mais vous expliquez bien dans le bouquin que Dieu, au fond, arrive par la cantine, oui, et par la juge. Oui. Comme vous le dites. Alors, moi, ma question va porter sur la nécessité de former, je dirais, un personnel enseignant adapté aux élèves, en quelque sorte. Parce que ça veut dire que là, il n'y a pas, en fait. Et que c'est pas vraiment le top. Je crois, oui, face à un rectorat qui dit aujourd'hui, quand même, qui semble dire, oh oui, non, mais c'est que dire effectivement, peut-être, mais là, maintenant, ça va mieux, on a pris conscience du problème. Mais bon, on n'a pas l'impression que ce soit suivi de fait, en quelque sorte. Vous savez, quand je lisais ce que je lisais, mon amie Christine est là, et un jour, je pense que Christine va s'en souvenir, à Marseille, dans les quartiers nord, on a eu la chance d'avoir un film de Guy Guillon qui s'appelle La ville est tranquille, sur le massacre par le FN d'un jeune Comorien, d'un jeune Africain. La ville est tranquille. Et moi, je pense que je disais souvent, oui, le collège est tranquille, hein, comme la ville. Je crois que quelque part, la posture d'un rectorat, c'est d'aujourd'hui où on est en face. Alors, les recteurs en eux-mêmes, bon, je dirais, c'est des hommes de pouvoir politique. Derrière, ils ont une administration. Donc, qu'un recteur réponde à un certain nombre de choses, il peut avoir des consignes de son ministre. Là, je sais que les recteurs n'ont pas eu de consignes de descendre le livre, donc il protégeait son administration. Et moi, je suis effaré quand effectivement il y a un groupe de travail de chefs d'établissement sur les quartiers nord qui travaillent sous la houlette du rectorat autour du thème de la laïcité, mais que la sociologue qu'ils font intervenir pour travailler dans le groupe est une certaine Françoise Morcelot.
Alors, allez voir dans les cafés pédagogiques Françoise Orsery, c'est les jurés de Jean-Pierre Aubin qui dit que Aubin a monté en épingle quelques faits et quelques épiphénomènes. Moi, Françoise Orsery, je l'ai connue quand j'étais au CRDP de Marseille au niveau des cahiers pédagogiques, et puis un jour, elle vient enquêter au Collège Versailles. Donc, c'est pas, je veux dire, bon. Et là, ça se passe mal, parce que c'est quelqu'un qui dit ouvertement, qu'il écrit que la loi de 2004 sur le port du voile est une loi liberticide. Donc quand un recteur prend comme conseillère technique quelqu'un qui a cette vision-là de la laïcité, mais surtout pire que de la laïcité, c'est du racisme anti-fille. Moi, expliquez-moi, je veux dire, ce que je ne cesse de dire, expliquez-moi comment, symboliquement, le port du voile peut être libérateur. Je prends dans le bouquin, j'ai 3 exemples de port du voile. Chaque port du voile a son histoire. Chaque fille qui porte le voile a son histoire. Mais au pire, dans une des situations que j'ai vécues, une situation de mère d'élève, qui dit « je porte le voile pour plus être emmerdé dans le quartier ». Je ne vois pas en quoi ça la libère. Ça la protège, mais ça ne la libère pas. Donc moi je crois que là-dessus, on se doit, j'allais dire, au niveau de la formation, et pourquoi le SNES, je suis en désaccord avec eux, mais je vais dire, un des responsables du SNES académique est quelqu'un avec qui je suis très proche. J'ai toujours dit que nous devons avoir un corps spécialisé pour les ZEP. Ce corps spécialisé, il doit être formé une année de plus et qu'il doit être reconnu. Alors c'est un petit peu pour les REP+, des profs qui ont une prime et un peu moins d'heures. Mais moi je dis, ayons le courage d'aller jusqu'à une agrégation maths ZEP, français ZEP, histoire géo ZEP, anglais ZEP. Ça permettrait d'avoir des gens recrutés avec quand même la problématique de la dimension sociale du métier d'enseignant en ZEP, parce que un enseignant en ZEP n'a pas la même responsabilité, n'est pas le même acteur social qu'un prof en classe préparatoire dans les beaux quartiers de Marseille, de Paris, etc. Entre un prof du 93 et un prof de Louis-le-Grand ou d'Henri IV, on n'est pas dans les mêmes métiers. Et je crois que le corporatisme syndical enseignant, j'allais dire, est dans ce modèle qui est tombé dès 86 quand les ZEP ont été créés. C'est-à-dire, dès qu'on crée des ZEP, on pose la fin du traitement égalitaire d'une problématique à l'échelon national. Alors, c'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est-à-dire, quelque part, quand on est dans un système, mais regardez comment, je ne vais pas taper sur le SNES plus que sur un autre, regardez comment la résistance à l'évolution du baccalauréat montre bien que nous sommes dans un côté, au demeurant, moi que je respecte, une volonté d'un système égalitaire sur le territoire, une égalité pour tous, d'avoir le même examen et d'être évalué de la même façon. Mais, j'allais dire, on est dans, je dirais, une lutte à un niveau qui ne reprend pas en compte et combien d'enseignants syndiqués sont des gens qui s'impliquent dans leur boulot et qui vont, dans leur pratique pédagogique, souvent ne pas être en cohérence avec, j'allais dire, la consigne syndicale. Entre autres, cette idée qui est très critiquée par les
syndicats d'enseignants, parce qu'ils ont peur que les chefs d'établissement viennent de vilains qualifs, etc. Cette difficulté de reconnaître l'intérêt de l'autonomie de l'établissement, qui, au demeurant, pour des profs qui s'impliquent, est un immense enjeu d'échange de pouvoir, de travail en équipe. On va faire comme à l'école, voilà. Il suffit de lever la main et on vous passe la parole. On n'a pas épuisé tous les sujets qu'il y a dans le livre. Il y a beaucoup d'autres, je dirais, anecdotes qui amènent d'autres interrogations. Je vous remercie. Bon, inutile de dire que j'ai beaucoup apprécié votre conférence. Et je voulais vous préciser 2 ou 3 choses. D'abord, sur ce que vous venez juste de dire, c'est que beaucoup de jeunes enseignants ayant des beaux diplômes n'ont aucune formation pédagogique et se retrouvent où? Dans ces établissements un peu difficiles que beaucoup de professeurs chevronnés vont quitter pour aller terminer leur carrière dans une école plus facile. Je regrette beaucoup, et je crois que je ne suis pas la seule, ce manque de formation des enseignants. Deuxième remarque que je voulais faire, il y a 3 ans, j'ai été invitée à une réunion organisée pour les maîtres de Toulouse rive gauche par l'inspectrice d'éducation nationale, et j'ai été observatrice, et beaucoup de questions, et nous en avons discuté pendant un grand moment, ont été posées sur le problème justement science, religion, pour les questions que posaient certains élèves, du genre la loi divine est supérieure à la loi humaine. Et c'était à propos justement du créationnisme au moment où le professeur expliquait que l'homme est le résultat d'une évolution, etc. La réponse de l'inspectrice, beaucoup d'instituteurs étaient vraiment très gênés parce qu'ils ne savaient pas quoi répondre, que répondre à ces enfants en dehors de « moi j'enseigne les sciences et pas la religion ». Et ce que disait l'inspectrice d'éducation nationale, c'est justement d'insister là-dessus. À l'école publique, on apprend la science, on est formé pour apprendre la science, et on ne doit pas parler religion. Si tu as des questions à poser, tu vas les poser à ton imam. À ce moment-là, c'est un peu gênant. Parce que va poser la question à ton imam, l'imam ayant un rôle assez important dans ces milieux, il va pas aller dans le sens de l'instituteur. J'avais encore 2 remarques à faire, mais je ne me rappelle plus. Alors ça reviendra après, si quelqu'un d'autre veut prendre la suite. Question, d'autres remarques, d'autres interrogations? Oui. Merci infiniment pour vos explications. Moi j'avais une question. De plus en plus dans le tissu social, alors je ne dirais pas qu'ils ont disparu, mais ils ont disparu quand même, les éducateurs de rue. Il y avait quand même une force d'être là, de pouvoir accueillir les jeunes. Étant ancienne assistante sociale, effectivement, ayant débuté les stages d'observation au Aubervilliers, c'était quelque chose qui faisait partie du
effectivement, ils avaient un local où ces jeunes venaient parler de leurs problématiques. Or, quand je suis arrivée à Toulouse en 1994, j'étais surprise que tout ce petit-là de l'éducateur spé, de rue, non pas l'éducateur spécialisé par rapport à l'enfance en âgé, on ne les voit pas. Il y a plein de cas où quelqu'un peut rentrer un jeune en difficulté, en questionnement, de dire je vais me rendre là, à tel endroit. Les MJC, mais qui a de moins en moins de MJC, en tous les cas à Toulouse, moi j'en trouve de moins en moins. Qu'est-ce que vous ne pensez pas que la disparition de ce corps social peut, du moins, amener quelque part à cette errance de la jeunesse parfois, sans de les rendre responsables ou en tous les cas détenteurs de quelque chose. J'ai le sentiment qu'il y a tout un tissu social qui disparaît. J'ai vu dimanche, j'ai découvert ici à Toulouse le quartier de Bordeaux-Rouge, c'est pareil au niveau de l'habitat, de l'urbanisme, et ce sont des villes dortoirs, des quartiers dortoirs. C'est triste de voir ça. Donc, les jeunes, où vont-ils? Les bus arrivés à 20h30, il n'y a plus le métro. C'était errance. Comment pouvoir la maîtriser, comment faire que ces jeunes ne se sentent pas perdus, parce que parfois ils sont perdus. Et nous, le social, les enseignants, n'avons pas toujours la formation adaptée et les réponses adaptées. Et aujourd'hui, on est avec un sentiment d'impuissance. Moi, j'ai vu ma carrière avec un gros sentiment d'impuissance. Merci. Alors, je vais peut-être répondre. J'allais dire la première intervention, bon, je ne peux que partager la problématique de la formation des enseignants. Je pense que la réponse de construction, ce que répond l'IEL, l'inspectrice, il faut quand même se mettre en perspective. On a vécu sur nos lauriers de 1905, pour les plus exposés à 2000, pour les plus globalisés à 2015 aux attentats. Je pense que quelque part, on a un système éducatif, et comme je dirais, si on avait une armée qui n'a pas été préparée à la guerre bactériologique, et que d'un seul coup, on se retrouve en phase d'attaque avec des bombes bactériologiques. Voilà. Je crois on a un vrai travail. Donc d'abord, un travail de refus de dire les choses. Je vais dire, les territoires perdus, c'est 2002, le rapport urbain, c'est 2004. Bon, on est un certain nombre de noms, je pense, à la régionale de l'État, qui est prof au Mirail à Toulouse, Fatia Gaïboudjelal, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Grand Détournement. Très difficile à lire, je le reconnais, parce qu'elle s'est posée dans une position d'enseignante qui est en même temps enseignante au collège, au Mirail, et qui est chercheur. Donc son bouquin, j'allais dire, sans prétention, j'allais dire, elle a fait un bouquin théorique, mais elle a posé des choses. Et alors elle les a posées avec d'autant plus d'intérêt à mes yeux qu'elle est originaire du Maghreb, enfin, sa famille est originaire marocaine, qu'elle a une culture de l'islam qui n'est pas la mienne, moi je dirais, et qui pose des choses et qui dit à un certain nombre d'imams, etc., vous nous trahissez. Et ça, moi je trouve que c'est important. Le discours que doivent avoir les musulmans modérés, moi je me réjouis, je suis vous savez, le grand débat là, de la signature, doit-on enlever dans les textes, etc. Donc moi, en tant qu'historien, on ne touche pas aux textes, par contre, on fait un travail de pédagogie autour des textes. Mais il y a des imams qui ont quand même dit, oui, on n'est pas d'accord avec des lectures qui conduisent à utiliser le Coran comme moyen de propagation de l'antisémitisme. Il y a une trentaine d'imams qui ont signé dans l'imam de Bordeaux. Donc je crois là-dessus. Alors, là-dessus, je crois que on est vraiment dans il faut construire des réponses. Moi, je pense qu'il faut, je n'ai pas beaucoup parlé, mais vous parlez des jeunes enseignants, il y a des enseignants parmi nous, on a un mythe qui s'appelle le travail en équipe.
Et vous apercevrez que plus vous êtes dans un collège difficile, plus vous avez du travail en équipe. Et je ne crois pas que la réponse viendra de l'inspectrice, au moins dans les textes. Elle doit venir d'un travail de réflexion collective, par équipe pédago, par des échanges. Je pense qu'il faut, il y a la formation, elle peut aussi se faire par des échanges entre les pairs, et je pense que dans nos collèges difficiles, les temps qu'on doit donner, et ça, je veux dire, les REP+, par exemple, où on dégage des heures, où on n'a pas les élèves pour travailler ensemble, c'est quelque chose qui doit permettre, tiens, ben moi j'ai tel problème, je l'ai réglé comme ça, etc. Je crois qu'il n'y a pas, je crois que là il faut vraiment faire confiance, et moi je fais quand même un hommage aux enseignants à leur capacité d'inventer, de travailler, mais pour travailler, si on ne connaît pas la doctrine du Tabligh ou des salafistes, comment fait-on, j'allais dire, pour construire? C'est que pour déconstruire un raisonnement, il faut connaître la théorie de celui d'en face. En termes de guerre, c'est la théorie du renseignement. Alors, tout à l'heure, quand la collègue assistante sociale pose le problème des éducateurs de rue. Alors j'aimerais, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. La prévention, c'est la compétence des conseils départementaux. Un certain nombre de conseils départementaux ont eu le courage de continuer. Le très critiqué Jean-Noël Guérini, avec qui, j'allais dire, moi j'ai exercé l'essentiel de ma direction d'établissement sous son règne et j'ai géré 2 de ses collèges. Notre cher Jean-Noël Guérini fait partie des gens qui croyaient qu'il ne fallait surtout pas toucher aux associations de prévention. Donc il a continué, là où des conseils départementaux ont coupé les vivres aux associations, à en continuer. Il y a sur Marseille une association qui s'appelle l'ADAP 13, qui fait un travail de rue, et il a même instauré sur le centre-ville une activité de prévention nocturne, puisque beaucoup d'éducateurs s'arrêtaient à 19h ou 20h, il y avait une équipe. Et puis je vous raconterai une autre chose par rapport à une des façons de travailler qu'on a expérimenté, moi j'ai expérimenté, que Christine a aussi expérimenté d'une autre manière. Je crois, on a fait une erreur. C'est ce que j'appelle la théorie des grands frères. C'est-à-dire qu'à un moment, on a cru de manière économique qu'il était plus facile de mettre en place des associations plus ou moins fumeuses. Je peux quand même vous dire que j'ai découvert que le DSU de Marseille finançait des associations d'aide aux devoirs qui étaient des filiales de mosquées. Et je veux dire, l'immeuble DRG était en face de l'immeuble du préfet où était la chargée de mission. Il a fallu qu'on monte au créneau avec l'inspecteur d'académie pour que toutes les associations d'aide aux devoirs, on les épluche. Et on demande au RG à l'époque de dire eux c'est qui. Et des fois on prend. Et je peux vous dire que dans le bouquin, je cite des noms d'associations. Elles n'ont pas été enlevées. Ni les noms de mosquées, ni les noms d'imams n'ont été enlevés. Et ni les prénoms de gamins quand c'est des gamins positifs. Je veux dire, la problématique des grands frères, c'était ce qu'on dirait à Marseille un trompe-couillon. C'est qu'on a cru bien faire en disant qu'ils parlaient mieux. Alors les grands frères, on les a utilisés sur les associations d'aide aux devoirs, par exemple, sur l'encadrement de clubs sportifs. Et ils parleraient mieux parce qu'ils sont de la cité, parce que nous, on ne sait pas faire. Parce que nous, on est aussi des victimes, parce que moi, j'en ai un peu ras-le-bol. J'ai aussi envie d'être victime de certaines personnes et de dire qu'aujourd'hui, des gens comme les indigènes de la République ont massacré par leurs paroles et par leur prise de position des travails de profs honnêtes qui ne colonisaient pas, mais on arrête, et qui faisaient un vrai travail, j'allais dire, pour faire évoluer ces gamins. Moi, je raconte des choses assez intéressantes sur cet engagement des profs dont on ne parle pas, hein,
mais les médias, un de nos drames, c'est que les médias ne sont pas capables de parler positivement d'éducation. On ne vous parle d'école que quand il y a une agression, quand il y a un portique qui s'écroule, ou quand il y a un massacre. Je veux dire, mettons le service public, même la chaîne du savoir, France 5, a-t-elle une émission qui rend compte des réussites scolaires? Alors peut-être qu'il va falloir que Stéphane Bern nous fasse quelque chose autour des profs qui font bien leur boulot, ou qu'on fasse les Molières de la pédagogie, mais il y a quelque chose à faire. Le discours sur l'éducation des médias n'est pas un discours constructif. Et moi, je vais même plus loin. Dans le bouquin, j'en parle un peu. Moi, j'ai une approche qui dit « Et si on arrêtait de parler des sciences de l'éducation ?» Je veux dire, un Rousseau, il fait son fonds de commerce sur l'échec des gamins, sur la difficulté du gamin. Je dirais, il y a peut-être aussi à parler de ce qui va bien. À parler, il y a de sublimes expériences pédagogiques, d'ouverture culturelle, d'ouverture sportive. Alors, j'en reviens à mes grands frères. Alors, notre cher Jean-Noël Guérini a eu sur un collège, a eu plusieurs expérimentations, mais sur un collège, j'ai expérimenté une idée d'un collège ouvert sur le quartier. C'est-à-dire un collège où l'équipement sportif, gymnase, salle de danse, dojo, plus la piste extérieure, le stade extérieur, était géré à partir de 17h jusqu'à 22h par la fameuse association LADAP et des clubs sportifs. Et la règle du jeu était, vous avez un créneau horaire pour entraîner votre club de basket, de 20h à 22h, mais de 17h à 20h, mettez en place, avec un montage financier avec le Fonds national de développement du sport, enfin la Française des Jeux, hein, vous savez que par derrière, pour les enfants du quartier et pour les jeunes du quartier. Et je peux vous dire que pour éviter que le gymnase et donc zéro dégradation sur le gymnase, pour éviter que le terrain extérieur, qui est un terrain de handball mais qui servait de terrain de foot, soit envahi le dimanche après-midi par les jeunes du quartier et grimpent sur les grilles, on avait un éducateur sportif qui travaillait le dimanche après-midi et les jeunes du quartier pouvaient venir jouer au foot. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus de dégradation du tout. Ça veut dire aussi que le collège était devenu un acteur du quartier. Et que d'un seul coup, les jeunes, moi je me souviens de réactions parce qu'il y avait eu des dégradations de jeunes du quartier qui étaient, excusez-moi, des loupards, me prenant à partie en me disant mais c'est horrible, ils ont osé taguer nos murs. Et vous voyez, enfin, me prenant à partie, me disant mais c'est pas possible, mais pourquoi on les a laissés faire, etc. Mais je dis attendez, voilà. Donc je crois aussi que on a à reconquérir le terrain, l'établissement scolaire, et je dirais que on était sur un collège neuf, conçu avec un archi, où on avait aussi un théâtre, un petit théâtre, une salle qui était un peu plus petite que celle-là, qui était collée contre le collège, qui était ouverte sur le gymnase et tout avait été conçu comme ça. C'était des boîtes qui permettaient qu'on n'utilise pas la cour du collège, les vestiaires étaient séparés, mais il y avait une entrée par la rue, et pareil pour le petit théâtre. Et pour le petit théâtre, on a lancé un projet qui s'appelait le commerce équitable culturel, où on mettait à disposition un petit théâtre pour des répétitions. Alors ça touchait moins les jeunes du quartier, mais toujours le même principe. Tel groupe de musique utilise le théâtre pour répéter. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour les gamins du quartier dans le cadre scolaire? Et c'est ce que j'appelle la pédagogie de projet globalement. Voilà. Donc je pense qu'on a le fait qu'on soit le seul
le seul bastion de la République dans ces territoires, à partir du moment où le politique est capable d'accepter que ce bastion ne soit plus un bastion ennemi, mais un bastion ami, j'allais dire, ça compte. Ça compte. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec les positions du président de la République sur la banlieue, c'est qu'aujourd'hui, ça aura fatalement un coût. Mais il ne faut pas avoir peur de le prendre. Enfin, il ne faut pas. Alors après, je dirais, je suis élu local d'une petite commune de la Drôme. Quand on a des choix à faire, je crois qu'à tout moment, on doit se dire nos choix, la priorité, c'est les. Je veux dire, excusez-moi, j'allais être vulgaire, je vais laisser les minots, mais je pense que la priorité, c'est que, bien gentil, le troisième âge vote, mais il n'y a pas que. Et que dans des choix politiques, parce qu'on ne peut pas tout faire, je pense qu'il faut être convaincu qu'il faut investir. On investit. Moi, c'est ce qui me conduit à me battre encore en disant aujourd'hui, il faut, je dis à un moment dans le bouquin, dans chaque enfant, il y a une pépite qui sommeille, c'est à nous. Alors à nous, éducation nationale, mais à nous aussi, quand on est un élu local, à faire en sorte que ça ne soit pas d'autres qui la prennent à son service et qui la fassent éclore. Voilà. D'autres réactions, d'autres prises de parole? Non. Je crois que, puisqu'il a été ainsi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Bernard Ravet, à encourager à la lecture de l'ouvrage. Et puis, merci pour cette leçon d'humanisme. Bonne soirée. Merci à vous. J'ai essayé que, bien qu'on ne soit pas nombreux, d'avoir la même passion que si nous étions 200 dans la salle. Et puis, bon, je vous tiens à disposition là, pendant quelques minutes pour ceux qui veulent que je dédicace ce ouvrage. Merci encore.